Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires d'œuvres. L'histoire, œuvre. Cita d'Ayanch. Cita d'Ayanch. Racine de Ciel. Cita d'Ayanch. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle rencontre littéraire Racine de Ciel. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Nathalie Cohen. Bonjour Nathalie Cohen. Bonjour à vous. Nathalie Cohen, vous êtes agrégée de lettres classiques, professeure de latin et de grec, et vous avez mené des recherches approfondies en judaïsme hellénistique et en pratistique grecque. Et vous écrivez en 2017 votre premier essai, une étrange rencontre juif, grec et romain. Et dans cette même veine, vous tournez progressivement vers la fiction. 2 ans plus tard, en entamant une série de thrillers historiques, de thrillers romans historiques, avec le premier tome, la secte du serpent, Modus Operandi. Il y a 2 ans, qui met en scène un personnage central, celui de Marcus Tiberius Alexander, C'est ça. qui est vigile, qui s'occupe de l'ordre public et la prévention incendie à Rome, face à une succession de parricides qui malheureusement touchent les patres familias dans la cité romaine. Donc on est en 54, Néron vient d'arriver au pouvoir, après la mort de Claude, et c'est surtout sur le deuxième roman qui est la suite, mais on peut bien sûr lire les deux de manière indistincte, la suite qui est Un fauve dans Rome, que vous publiez cette année chez Flammarion, et cet ouvrage met également en scène ce héros, mais 10 ans plus tard. Néron entame un tournant autoritaire de son régime avec la mort d'Agrippine, l'éviction prochaine de Sénèque, ses relations un peu distendues avec les sénateurs, et Marcus Tiberius Alexander est promu. Oui. Il est tribun de la première cohorte à Rome, poste plutôt prestigieux sur le plan de la hiérarchie, et va faire face à deux événements conjoints, l'incendie, le célèbre incendie de Rome, et également l'enlèvement d'enfants libres de naissance, à la chevelure blonde. Oui. Et on va voir que ces deux événements se conjugueront. Alors ma première question, et ensuite bien sûr je vous laisserai totalement développer votre propos, mais ma première question, un peu candide mais j'espère féconde, c'est pourquoi vous êtes-vous tourné vers la fiction après ce premier essai sur les rencontres entre les civilisations romaines, grecques et juives, qui sont également au cœur de ces 2 ouvrages. Qu'est-ce qui vous a tourné vers la fiction et vers la forme du thriller historique ? Alors, je me suis rendu compte que la fiction disait mieux la complexité. À partir d'une fiction, on peut dire une chose et son contraire parce que le réel est complexe, il a une épaisseur et la fiction sert quelque part à la vérité. Donc, il y a une espèce de mentir vrai dans la fiction. Donc, toute la complexité de la situation de mon personnage, aux origines multiples, et qui pourtant est à Rome, toute la complexité de cette Rome à la fois cosmopolite mais unitaire à travers des rituels religieux, tout ça pouvait être dit à travers la fiction. Et puis c'est vrai que quand on écrit, quelque part on s'amuse, quelque part on joue soi-même et on amuse, même si ce sont des événements graves, on amuse le lecteur. Voilà. Oui, il y a vraiment la fonction de plaquer doquérer, un peu plaire et à la fois instruire. Oui. Et pour s'arrêter un instant sur le personnage central qui couvre vos 2 ouvrages, surtout le dernier, Un fauve dans Rome, Marcus Tiberius Alexander, il est assez atypique puisque c'est un héros qui est très loin des attributs traditionnels du héros romain, de l'impérator. C'est quelqu'un quand même qui est un affranchi, qui vient de la Haute-Égypte, qui a subi des sévices. D'ailleurs, il est bègue lié à l'une de ces sévices. Il est bègue, il a un poste hiérarchique plutôt, on va dire, moyen. Il doit exécuter des ordres de l'empereur Néron
auquel il ne souscrit nullement du fait de sa fidélité au stoïcisme. Il est souvent, voilà, il a souvent les mains liées. On est quand même très loin des impérators, de Pompée, de l'empereur Adrien. On est très loin de ces figures nobles de haute extraction qui parviennent à conquérir des peuplades. On est quand même très loin de ça. C'est vraiment pour. Est-ce que c'est vraiment l'idée de subvertir l'attendu en la matière? Le héros de roman, depuis longtemps, hein, depuis La Princesse de Clèves, le héros de roman, c'est pas un héros admirable. On peut le détester, il est complexe, il a des défauts et des qualités. Et j'avais besoin en fait d'un personnage sur lequel je pouvais cristalliser, sur lequel je pouvais m'accrocher et sur lequel le lecteur pouvait s'accrocher. Donc il ne s'agissait pas de prendre un patricien de grande famille de Rome. J'avais besoin d'un étranger. Finalement, il est premier tribun des vigiles. Donc en fait, c'est le plus haut grade avant le préfet des vigiles. Il s'avère qu'il ne peut pas postuler à ce poste. Et puis, je me suis rendu compte qu'historiquement, c'est parfaitement cohérent parce que pendant le Grand Incendie de Rome, justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de préfet des vigiles. Avant, c'était Tichelin, l'âme damnée de Néron, mais Tichelin devient préfet du prétoire, de la garde prétorienne. Donc, en fait, mon personnage, finalement, gravit les échelons, comme il est possible dans sa cohorte de vigiles, parce que cette catégorie, en fait, de soldats, soldats du feu à Rome, pouvait accueillir des affranchis, pouvait accueillir des gens qui n'étaient pas tout à fait romains, un peu étrangers, tout ça. Et puis, j'avais besoin qu'on s'accroche à ce héros imparfait qui, en plus, bégaye et qui fait ses premiers pas dans les enquêtes et dans l'héroïsme, comme moi, je faisais mes premiers pas d'écrivain, en fait. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est transcrit de façon très précise et très transparente, le bégaiement dans l'écriture, ce qui est pas forcément facile de le faire transparaître, donc j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, mais en revanche il a un attribut traditionnel, c'est malgré tout sa vertu. Il est quand même très fidèle il essaie d'être très fidèle à l'éthique stoïcienne, notamment celle proposée par Sénèque, qui était l'un des conseillers de Sénèque, l'un des conseillers de Néron avant que Néron s'en éloigne. Et il y a véritablement, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a véritablement une dualité, un antagonisme qui vraiment se cristallise d'ailleurs surtout au milieu du roman, entre lui et son frère adoptif, Lucius Cornelius Lupus, qui est son frère adoptif. Et quelque part, dans cette dualité, on voit un petit peu se jouer avec un jeu de miroir inversé, un peu Britannicus et Néron. Il y a quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une part aussi de ça dans ce duel? Il y a une part de Britannicus et de Néron, il y a une part de Caïn et Abel, il y a une part de Jacob et Save, de Romulus et Rémus. En fait, la figure des frères ennemis, le jeu de miroir, c'est une figure puissante en fait. Quand on écrit, il me semble que, enfin, cette remarque, je l'ai faite en tant que lectrice de romans du 19e. Les grands romans réalistes du 19e, en fait, sont charpentés et ils sont agis en souterrain par des mythes. Et là, effectivement, Marcus, il a ce frère ennemi qui est à la fois son inverse, mais à la fois Marcus a cet idéal stoïcien auquel il ne sacrifie pas toujours. Il a fait partie pendant un certain temps de sectes un peu dionysiaques, orgiaques, etc. Donc il n'est pas toujours capable d'être dans la mesure qu'on va demander aux stoïciens. Et Lucius, qui se revendique comme n'étant pas vertueux, on va voir qu'il va pouvoir aussi avoir des moments vertueux. Mais il y a ce jeu de miroir, effectivement, qui structure le roman. Et le frère adoptif, je dirais adversaire, il incarne également l'époque de Néron, surtout oui. en 64, une époque traversée par des valeurs plus orientales, ce qu'on reproche notamment à l'empereur Néron, hédoniste, lié au jeu, au plaisir, aux passions. Oui. Et bien sûr, il va être vraiment le réceptacle de ce mouvement, mais également Néron. Néron qui est un personnage à part entière de votre roman et qui finalement court et hante véritablement tout le
tout le roman, parce que c'est un petit peu également lui le fauve, parce que en tout cas c'est aussi lui le fauve, mais vous en faites un portrait assez fidèle parce que vous n'arrivez pas, vous arrivez à mettre de la complexité dans la légende noire de Néron, surtout lorsqu'il va, après le 5e jour de l'incendie, soutenir les quartiers populaires de Rome et ses habitants. Et pleurer. Mais le roman, justement, est un élément de résolution de la complexité d'une figure historique. C'est-à-dire que dans le roman, Néron apparaît avec ses défauts et ses qualités. Alors, effectivement, Lucius est quelqu'un qui gravite autour de Néron, qui fait partie du premier cercle, et du 1er siècle également. Et en fait, Néron est véhiculé par ce que les Romains traditionnels, ou ce que la tradition romaine, ou du moins l'image que les Romains voulaient avoir d'eux-mêmes, condamne, c'est-à-dire des loisirs faciles. Néron, ce qu'il voulait, c'était être un chanteur connu, faire The Voice, ça c'est sa vocation, faire de la course de chars, être reconnu en tant qu'artiste, j'aurais voulu être un artiste, c'est Néron, et il aime bien cumuler les sensations fortes, peut-être de par son caractère, et puis peut-être aussi parce qu'il a été élevé sans avoir vraiment été élevé. Sa mère, Agrippine, est partie en exil, et elle a été exilée par son propre frère Caligula, et donc elle a confié l'éducation de Néron à une vieille tante qui l'a complètement négligé. Donc il a été élevé par un barbier, par un chanteur. Et donc Néron n'a pas du tout les mêmes idéaux. Donc ces idéaux, au moins officiellement, philosophiques, ces idéaux de virtus romana, de vertu romaine. Et c'est parce que, comme on le sait, Agrippine s'est servie de Néron pour pouvoir régner de façon indirecte, parce qu'elle sait très bien qu'il n'a pas ces idéaux-là, et qu'elle pense qu'à 17 ans, il est meuble, on va pouvoir le former, qu'elle lui donne comme précepteur, donc Burrus, qui est une espèce de héros de guerre, et qui a perdu un bras pendant la guerre, pendant une des guerres de Rome, et puis Sénèque, qui écrit pour Néron au début le De Clementia, c'est-à-dire un empereur doit faire preuve de clémence, qui lui donne des tas de conseils stoïciens que Néron, à un moment donné, va rejeter une fois qu'il aura eu tué sa mère. Et ce qui est couvert en fait. Et donc la complexité de Néron, elle peut se retranscrire dans le roman. Ce qui m'intéressait aussi à travers le personnage de Lysius, c'était d'explorer ce qu'est un courtisan, ce qu'est quelqu'un du premier cercle, tous les efforts de Lucius pour plaire à Néron, efforts financiers, il va même damner son âme pour plaire à Néron et pour le distraire. Donc voilà, je voulais comme ça vivre ça, être en immersion et vivre ça à travers le personnage de Lucius. Et puis même un effort aussi des efforts financiers, mais aussi personnel, familial, très qui va largement cristalliser vraiment les passions et les conflits au sein de sa famille. Et vous disculpez également Néron de l'incendie, puisque à un moment donné, ce fut le bouc émissaire de cet incendie. Alors, ce fut le bouc émissaire de cet incendie au moment où l'incendie s'est déclaré, donc on va voir pourquoi. Et ce fut le bouc émissaire de cet incendie au moment où on a écrit l'histoire de l'incendie, c'est-à-dire Tacite Suétone, 70 ans après, et où Néron étant donc le modèle de l'empereur à rejeter, celui qui n'est pas patricien, celui qui se soucie de la plèbe. Donc ces deux historiens font planer un doute sur la responsabilité de Néron avec l'incendie. Et dans un troisième temps, on impute la responsabilité de Néron par rapport à l'incendie parce que Rome est devenue chrétienne. Et comme Rome est devenue chrétienne, il ne s'agit pas d'en vouloir à la civilisation romaine. Il s'agit d'en vouloir à des empereurs persécuteurs. Et donc on attribue à Néron la persécution des premiers chrétiens. Donc on reviendra sur cette tradition. Et c'est un peu tout ça que j'essaye de descendre, en montrant la complexité. Par exemple, on sait bien que Néron n'a rien à voir avec l'incendie. Il était en villégiature quand l'incendie se déclare, le 26 juillet à peu près de l'année 64. Et simplement, on attend de voir si on arrive à juguler l'incendie. Donc au bout de 2 jours, on voit qu'on n'y arrive pas. Et là, on le rappelle, mais le temps que la lettre arrive, que la missive arrive, et puis que Néron revienne, il s'est déjà passé 3 jours. Donc Néron, il n'est pas venu tout de suite. Après, il a fait ce qu'il a pu, et surtout, il s'est rendu compte. Donc on n'a pas ou peu
ou de très mauvaises pompes directionnelles. Il y a 9 aqueducs à Rome, donc il y a de l'eau, mais on ne peut pas vraiment diriger le feu. Et puis même actuellement, et surtout maintenant avec le réchauffement climatique, les pompiers vous diront que dès qu'on attend un peu, le feu, il est impossible. Donc on pratique ce qu'on appelle la part du feu. Et d'ailleurs, ça coïncide avec notre époque, parce que je parlais avec un auteur qui est aussi pompier tout à l'heure, et donc il dit que dans les incendies de forêt, on faisait une part du feu, c'est-à-dire qu'on abattait ce que le feu devait manger, on privait le feu de nourriture. Donc comme on a fait la part du feu, les gens, la plèbe, ils ont vu des gens en livrée impériale, des esclaves, des vigiles, des gardes, casser les immeubles alors que le feu ne les avait pas encore atteints. Et donc il y a eu cette idée que finalement Néron voulait casser Rome, voulait démolir Rome. Et cette idée, ce premier constat, qui était un constat un peu, pas bébête, mais un constat un peu immédiat, a été récupéré par grosso modo des gens qui vont être d'ailleurs à l'origine de la conjuration de Pison, plus tard, en 65, et on a essayé de répandre le bruit. Donc moi, là aussi, j'avais envie de me mettre dans la peau. Donc j'ai un des personnages qui s'appelle Tracéa Paetus, qui a vraiment existé, qui est un stoïcien qui a refusé de faire partie du Sénat. Le jour où le Sénat reçoit une lettre en 59 selon laquelle Agrippine était une ennemie d'État et elle s'est suicidée tellement elle a vu que, que vraiment elle était un danger pour l'État romain. Donc tous les sénateurs savent que c'est Néron qui a fait exécuter Agrippine, mais lui, il se retire. Et donc autour de ce Tracéa Paetus, j'ai établi un cercle de stoïciens qui essayent en fait de nourrir la rumeur. Et donc rumeur contre rumeur, il a fallu qu'autour du pouvoir de Néron, on puisse trouver des coupables ou des gens qui pouvaient expier le péché de l'incendie, parce que dès lors que vous avez incendie dans la société romaine, vous avez péché. Il y a quelque chose, les dieux ne sont pas contents, mais de quoi ? Donc, comme le peuple subodore que le matricide de Néron, voire le parricide indirect par le biais d'Agrippine, de Claude, tout ça, c'est mauvais. Eh bien, autour de Néron, on a repéré des gens qui n'avaient pas l'air de trop paniquer, donc qui habitaient le Trastevere pour la plus grande partie d'entre eux. Et en fait, c'était des gens qui attendaient la fin de l'Empire romain, qui pensaient qu'au nom de la règle de la succession des empires, donc sumériens, hittites, babyloniens, perses, grecs, etc., donc l'Empire romain allait s'écrouler. Et ces gens-là étaient des judaïsants, pas les juifs, des juifs, c'est-à-dire des gens, on est au 1er siècle, il y a beaucoup de conversions au judaïsme, parce que justement, le 7e jour est un jour de repos, et que dans une société esclavagiste, l'esclave ne se repose jamais. Or, dans le décalogue, vous avez ordre de faire reposer votre esclave le jour du Shabbat. Donc en fait, parmi ces gens, ça commence à faire boule de neige, cette histoire. Et donc on a repéré des gens qui ne paniquaient pas du tout par rapport à l'incendie, ou alors qui paniquaient moins, qui se disaient 8 jours de ténèbres et 9 jours et 9 nuits, ça va. Et donc c'est sûrement ces gens-là qui ont été identifiés ensuite comme les premiers chrétiens, mais en 64, c'était juste des judaïsants et pas tous les juifs. Parce qu'à chaque fois, il y a des historiens qui me disent « Mais le judaïsme est religio licita, c'est-à-dire qui est une religion permise. Pourquoi est-ce que tu dis que Néron aurait été chercher les juifs ?» Je ne dis pas qu'il a été chercher les juifs. Il a été chercher des juifs, des judaïsants, des gens qui n'ont pas été paniqués. Ou peut-être, on dit, on fait courir le bruit que c'était la fin de Rome, etc. Voilà. 200, 300, pas grand-chose. Mais il s'est passé à la postérité comme la première persécution chrétienne. Et en parallèle de cet événement, il y a on va dire l'autre aspect du fauve, c'est également l'enlèvement d'enfants de naissance libre à la chevelure blonde, l'enlèvement, et on verra également une forme de trafic d'enfants, souvent au service d'une société spectacle, notamment au cours des bacchanales, pour représenter la vie de Dionysos également. Est-ce que c'était pour vous, pourquoi c'était pour vous essentiel de adjoindre à l'incendie, qui est un événement historique majeur, également ce phénomène de fond qui était l'enlèvement d'enfants de naissance libre, ce qui est important, le détail est assez important. On va l'expliquer, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette série, c'est le questionnement sur le mal, le rapport au mal. Donc c'est vrai que dans le premier tome, c'était les parricides.
qu'est-ce qui nous pousse à tuer un père? Et comme le parricide, bizarrement, c'est justement ce qui est le plus puni à Rome, avec un supplice. Hein, on vous met dans un sac de cuir et on vous jette dans le Tibre. Et dedans, on met des animaux qui vous piquent, qui vous mordent. Enfin, bref, le fameux culeum. Donc, ensuite, je voulais me questionner. Alors, c'est vrai que l'incendie, c'est le mal. Le fauve, c'est d'abord lui, puisque Tacite utilise un adjectif, l'adjectif férox, qui est un adjectif qui s'applique aux bêtes sauvages. Et il dit que l'incendie est une bête sauvage, d'où le titre Un fauve dans Rome. Et je voulais aussi que mon personnage, là, se confronte à un autre type de mal, c'est le mal qu'on peut faire aux enfants. Donc, de tout temps, j'aime pas cette expression, mais on a toujours fait du mal aux enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est l'être le plus fragile, c'est celui justement qu'on doit protéger. Donc qu'est-ce que ça veut dire que faire du mal aux enfants dans une société qui finalement autorise à faire du mal à certains enfants? Et alors, une société qui est fondée sur l'esclavage, ça veut dire une société qui se permet de réduire un certain nombre de gens en objets. Mais ça ne veut pas dire que tous les maîtres sont des gens qui ne sont pas moraux. On peut avoir quand même un comportement moral avec son esclave. On sait très bien que l'empereur Auguste était invité vers l'an 0 chez Védius Polion, et il a vu ce Védius Polion vouloir jeter un de ses petits esclaves dans l'aquarium des Murènes parce le gamin avait renversé du vin. Et Auguste lui a dit, tu vas voir, renverser du vin et casser un verre. Il a dit, toute ta vaisselle, on va la briser, et on va la mettre dans l'aquarium et laisse filer le petit esclave. Donc ça veut dire qu'il y a un sens moral, que la société romaine, quand bien même elle est esclavagiste, peut avoir un sens moral. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas d'état de droit par rapport à ça. C'est-à-dire que juridiquement, vous pouvez faire du mal à votre esclave, vous serez montré du doigt comme étant immoral, mais vous ne pourrez pas être puni. Donc c'est ça le truc. Après, qu'est-ce que ça veut dire que d'abuser des enfants? Qu'est-ce qui pouvait choquer des gens de l'époque de Marcus? Pas Marcus, Marcus est choqué par les enfants, ce qu'on fait aux enfants de naissance libre et ce qu'on fait aux esclaves. Mais qu'est-ce qui pouvait choquer? C'est effectivement ce trafic d'enfants libres. Et on sait très bien, on a des poèmes de Juvénal, on a des histoires dans le Satyricon de Pétrone, donc dans les romans grecs aussi, on sait très bien qu'on fait du trafic d'enfants. Et il y a une prédilection à Rome, c'est normal, société méditerranéenne, pour la blondeur. Hein, la belle Hélène, elle est divine parce qu'elle est blonde. Donc, j'ai imaginé ce trafic d'enfants blancs qui pouvait tout à fait avoir lieu à Rome. On trafiquait des enfants, on enlevait des nouveau-nés dont on utilisait la salive, soi-disant qu'il y avait des vertus. On prostituait des enfants, ou alors certains sorciers, sorcières utilisaient des enfants. On pratiquait toutes sortes de magie à Rome. Et donc là, j'imagine un cercle comme ça dionysiaque, mais ça arrivait à Rome, qu'on fasse des bacchanales, qu'on fasse des choses un petit peu interlopes, hein, bien entendu. Alors, la vision officielle que les Romains ils avaient d'eux faisait que c'était pas tellement bien vu. Mais Rome est une société, comme beaucoup de sociétés, une société... c'est comme peut-être l'Iran aujourd'hui, ou une société schizophrène, c'est-à-dire qu'il y avait ce scénario du Romain vertueux, un peu monogame, etc., du pater familias, et puis il y avait une autre vie, autre chose, et donc dans ces cercles-là, j'ai imaginé que ces enfants pouvaient servir à des cercles, et puis j'ai imaginé qu'ils pouvaient servir à autre chose, plus proche du pouvoir. Mais ce qui m'a aiguillée, c'est qu'est-ce que c'est que le mal qu'on peut faire à un enfant au 1er siècle. Et ce mal qu'on peut faire à un enfant est proche du mal qu'on peut faire à un enfant actuellement. D'ailleurs, le terme enfant, infants, ça veut dire celui qui ne parle pas, qui n'a pas voix au chapitre. Et c'est pour ça qu'on, dans l'idée que se font les gens, en fait, l'enfant commence à parler avec un peu Rousseau, avec beaucoup Freud, mais avant, un enfant, on ne l'écoute pas. Et donc, j'ai imaginé que mon héros pouvait écouter les enfants. Voilà. Et en début de cette évolution, l'évolution de la place de l'enfant dans la famille et dans la société au fil des siècles, de Néron à aujourd'hui,
vous dites qu'il y a une résonance. Est-ce qu'en dépit de cette évolution, le fait que davantage, aujourd'hui, on écoute davantage un enfant, on lui prête davantage attention à ce qu'il dit, à ce qu'il peut dénoncer par ailleurs, mais malgré tout, il y a quand même une résonance par rapport au traitement des enfants sous Néron. Et actuellement, est-ce que vous avez vu au moment de l'écriture des échos Bien sûr, hein. finalement, notamment par rapport aux abus sexuels? Bien sûr, j'ai un de mes personnages, une petite jeune fille de 12-13 ans qui perd la voix, qui est muette et qui ne peut plus, enfin qui a été dévastée par ces abus-là. Et j'ai vu enfin j'ai écrit des enfants traumatisés. Simplement, comment dire, à l'époque, avec l'espérance de vie qui était celle de l'époque, on ne peut pas parler véritablement de séquelles, puisque les vies sont plus courtes, et puis ça n'intéresse pas. Et puis aussi, il y a quelque chose sur lequel on peut se poser des questions, c'est à quel âge est-ce qu'un enfant est un enfant, et est-ce qu'un enfant abusé se dit oui, je suis un enfant abusé. Il y a cette violence, hein, mais qui est une violence comme une autre en fait. Mais bien sûr qu'il y a des échos, bien sûr qu'il y a des échos. Et puis en parler au 1er siècle, ça m'a permis de dire des choses que j'aurais peut-être pas dites avec une telle violence si j'avais fait un roman contemporain. Voilà. Et c'est totalement compréhensible parce que la fiction a aussi également, notamment historique, a notamment ce pouvoir-là de dire certaines choses qu'on parfois on peine à dire dans d'autres circonstances. Peut-être le dernier enjeu qui pour moi est qui vraiment pour moi charpente ce second roman et qui fait écho également à l'actualité, c'est la question de la filiation. Parce que la filiation vraiment court tout autour de ce roman, déjà sur le plan politique, dans la mesure où il y a toujours la question de la succession du principat augustéen, d'Auguste, puisque finalement Néron est le 4e, quelque part, empereur après Auguste. Une succession qui, malgré tout, est fragilisée par un peu des crises d'illégitimité, et qui va précipiter après la crise politique de 68 et les différentes conjugations qui ont cours, mais également à un niveau plus, je dirais plus personnel, c'est Marcus Tiberius Alexander, qui essaye de brouiller sa filiation, puisqu'il ne veut pas qu'on sache qu'il est un esclave, qu'il est un ancien esclave de la Haute-Égypte, mais également sur son fils, où la filiation, alors sans trop en dire, est assez trouble sur le fait que est-ce que c'est réellement son fils ou non, avec Gaïa, la grande Vestale. Il y a quand même toujours l'idée que c'est quand même une société qui est quand même obsédée par la filiation, qui est totalement pétrie d'une idée quand même sacralisée de la filiation et ensuite de la succession. Oui, alors, mais donc je pense que le roman, enfin là, quand vous m'en parlez, je me dis, ça pose la question de qu'est-ce qu'un enfant et quand est-ce que un être peut être déclaré fils ou fille d'eux. Donc c'est cette question-là. Et puis donc les Romains. Alors, bien sûr, la filiation, c'est la succession, c'est le fait que le patrimoine se perpétue, que le nom se perpétue, donc ça, c'est très important à Rome. Et j'insiste sur le fait que, finalement, le vrai fils de Cornelius, qui est le père, donc, adoptif de Marcus, et le vrai père de Lucius, c'est Marcus. Donc j'insiste sur le fait que les Romains peuvent aussi se choisir un successeur. Donc la filiation, finalement, elle n'est jamais, bizarrement, une filiation de sang. On va le voir plus tard, en fait. C'est ça, je pense que la filiation, c'est... Enfin, en tout cas, ce qui émerge du roman, parce que je ne sais pas ce que je pense, mais la filiation, c'est d'abord de la transmission. Et c'est ce que je transmets à quelqu'un qui va faire de lui le fil de ma postérité, le fils, en fait. Voilà. Très bien. Écoutez, l'entretien va toucher à sa fin. Je voulais vous remercier amplement d'être venu
dans cette magnifique grande galerie Superbe. du Palais Fèche. Et réellement, un grand merci. Voilà. Et j'invite tout le monde à lire ce roman Un fauve dans Rome, où tant d'enjeux contemporains se croisent. Merci beaucoup, Michel. Merci.